Alors après une première table ronde très animée, une trentaine de questions, je pense que la deuxième table de notre matinée va être aussi intéressante. Son sujet, les dispositifs d'accompagnement des familles, la médiation, les groupes de parole, les thérapies familiales. Comment favoriser les actions menées auprès des familles polynésiennes pour enrayer autant que possible l'aggravation des difficultés rencontrées, manque de communication, marginalisation, échec scolaire, et qui sont souvent les tremplins de passage à l'acte. Alors pour nous en parler ce matin, avec nos intervenants extérieurs, comme d'habitude, toujours très alertes, j'appuie le regard sur notre ami Loïc. Pour en parler, Madame Mayana Bandridge, dont nous connaissons l'engagement dans les problématiques sociales en tant qu'ancienne directrice de la CPS, vice-présidente de la Croix-Rouge de Polynésie française. Elle est aussi représentante à cette table. Oui, elle a présidé la conférence de la famille. C'est très important puisque les thèmes de ces tables ont été plus ou moins la conséquence de tout ce travail. Madame Cathy Chambon, responsable de circonscription, direction des affaires sociales. Madame Vainouï Simon, psychocriminologue, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et Madame Erénoui Germain, qui est représentante de l'Association des médiateurs de Polynésie française. Madame Nathalie Collin-Fagotin, psychologue, clinicienne, et qui est représentante de familipsy.com. Voilà. Donc, dans cet ordre-là, on va donner d'abord la parole à Madame Mayana Bandridge. Chers amis Yorana, alors, la commande qui m'avait été faite il y a plusieurs semaines de cela était bien ciblée sur l'engagement et l'expérience que je pouvais partager avec vous sur la prise en charge des enfants et adolescents dans les structures d'accueil d'enfants placés et adolescents placés par le judiciaire et la direction des affaires sociales. Donc, en bonne élève, je suis partie là-dessus. Et puis là, ce matin, elle me dit « Oh là, non. Hier, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Il faut que ça soit plus large. Tu diminues, tu fais... » Bon. Donc, on va arrêter de parler que de l'enfant. On va laisser tomber le petit speech que j'avais préparé. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'effectivement, la problématique de prise en charge des enfants, des adolescents et des familles, elle est vraiment globale. Nous allons commencer par celle du placement au sein des foyers. Je vais vous parler de l'expérience que j'en ai depuis 25 ans avec la création de 3 structures. Le foyer Te Aronui qui accueille des enfants de 3 à 12 ans qui a été créé en 1994. Le foyer, le village d'enfants SOS de Papara créé en 1996 qui accueille des fratries. Et le foyer d'action éducative Tepare qui accueille des adolescents de 13 à 18 ans. Donc, c'est un panel large avec des placements judiciaires, administratifs. Et au fur et à mesure des années qui passaient, nous avons compris que la place que nous devons prendre au sein de ces structures est celle qui lie les parents avec les enfants. Et organiser cette prise en charge, en tout cas cette communication parents-enfants au sein des foyers. C'est ce que nous avons fait à Te Aronui il y a depuis 6 ans une salle qui s'appelle Fare Farerei qui sert à accueillir les parents lorsque les autorités judiciaires acceptent d'avoir des relations, que l'enfant ait des relations avec ses parents. Et ça se passe très bien. C'est une innovation également pour la direction du foyer. Elle a dû apprendre, elle a dû réfléchir et s'adapter à la prise en charge du dialogue enfant-parent. À Village d'enfants également, nous avons on peut appeler une médiation enfant-parent qui se fait au sein du village. Et la manifestation incontournable que nous avons à Village d'enfants,
c'est la réunion annuelle des parents et des enfants, c'est-à-dire on appelle ça la réunion des frères et sœurs. Les parents sont accueillis au village chaque année et il y a un échange avec les enfants et les parents toute la journée sous forme de jeux, de repas partagés préparés par les enfants et les mamans SOS, la visite des maisons par les parents, la chambre, les jouets, parce que les enfants sont placés à très long terme. Et la médiation se fait ce jour-là, mais il apparaît au fur et à mesure du temps que ce que nous appelons, nous, médiation au village n'en est pas réellement une, parce que les parents qui viennent avec leurs enfants, visiter leurs enfants au village, ce sont des visites d'échange, je t'apporte des friandises, j'amène le nouveau petit frère qui est arrivé, je te le présente. Ce sont des échanges, en fait, apprendre à se connaître, à se reconnaître, et surtout quand les relations étaient distendues pendant l'année. Et les parents partent, et après le village, la direction du village et l'équipe éducative restent seuls face aux interrogations des enfants en disant mais en fait il faut m'expliquer avec mon papa, ma maman, pourquoi j'ai été placée ici, pourquoi je suis plus avec eux. Donc il y a la dimension de la relation parent-enfant, une véritable médiation sur l'origine des placements qui ne se fait pas ce jour-là. Et la direction des affaires sociales et le pouvoir judiciaire demandent au village de prendre le relais, en fait, de cette médiation à la direction du village. Et c'est ainsi dans l'ensemble des structures. Au foyer d'action éducative qui accueille des jeunes depuis 1997, de 13 à 18 ans, ce sont des enfants, des jeunes placés par difficiles, qui sont passés à l'acte déjà, et qui sont placés parce que le retour en famille est impossible. Famille d'accueil, ce sont des échecs. Ce sont des enfants qui, au fur et à mesure des années, présentent des prises en charge très lourdes aujourd'hui. Très, très lourdes, parce que la société a évolué, les enfants ont évolué. Autrefois, c'était du chapardage, maintenant, c'est des violences. Ils font le mur pour aller se chercher leur dose de paca, leur dose, surtout de paca d'ailleurs. Donc, les addictions sont très présentes. Là, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années ou 25 ans, en 97, quand les enfants étaient placés. Donc, la direction de Téparé adapte les prises en charge également, qui sont devenues de plus en plus difficiles. Donc, dans ces structures, il est apparu, mais nous l'avons inventé, c'est-à-dire que les conseils d'administration et les directions ont essayé de trouver des palliatifs aux prises en charge traditionnelles qui se faisaient au sein des structures, et la médiation, la relation, l'ensemble des structures ont choisi de mettre le parent au sein de la relation, parce qu'avec le parent, l'enfant se retrouvera de toute manière, et le parent, là, on ne le considère pas comme défaillant, on les considère comme pas capables en ce moment d'eux, et un accompagnement devient nécessaire lorsque la justice, le magistrat qui a placé l'enfant, n'interdit pas les relations avec les parents. Donc c'est un constat qui a évolué au fil du temps, au fil des années. Pour parler ensuite d'une autre structure qui n'est pas de prise en charge et de placement d'enfants, qui est la Croix-Rouge. Pareil, nous avons imaginé une évolution face aux problématiques de famille. La Croix-Rouge, qui existe ici depuis 1947, a bien évolué depuis. En 2010, date à laquelle je suis rentrée à la Croix-Rouge, nous avons imaginé, face aux problématiques de prise en charge des familles, au constat, comment orienter au mieux les opérations et le rôle de la Croix-Rouge face aux familles. Comment orienter? Nous avons donc constaté les demandes à la fois des travailleurs sociaux, surtout des communes, les manquements, les familles qui venaient se présenter elles-mêmes, les SDF qui étaient de plus en plus nombreux. On s'est dit qu'il y a une véritable défaillance familiale globale
de la famille. Et la première était sans jugement le fait que les familles n'avaient pas de quoi se nourrir. En 2010, ça a été le constat. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Et nous avons donc créé les épiceries solidaires, qui sont des épiceries, nous en avons 6, plus un Préau Tarama, qui est une voiture qui s'en va dans les communes les plus éloignées de Triti pour apporter de la nourriture. Les familles nous sont adressées, elles n'arrivent pas en toquant à la porte de la Croix-Rouge, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Les familles nous sont adressées par les services sociaux communaux, à 90% des cas, territoriaux également pour certains, et une évaluation est faite. Et nous avons des bénévoles, d'ailleurs j'en profite pour faire appel à des bénévoles, s'il y en a dans la salle qui ne sont pas encore à la Croix-Rouge, welcome. On en a besoin. Les bénévoles sont formés pour accueillir les familles qui viennent pour acheter, parce que c'est un achat, c'est pas un don, c'est un achat, c'est 10% de la valeur du bien qui est dans le commerce, donc c'est rien, mais c'est pour permettre à la famille d'être sensibilisée à la valeur. Je dis, il n'est pas impossible pour une famille de consacrer l'équivalent d'une allocation familiale à nourrir ses enfants et sa famille. Et l'équivalent d'une allocation familiale, que ce soit 7 000 ou 10 000 francs, lui permet de se nourrir au sein de la Croix-Rouge quand elle se présente pendant 3 semaines à 1 mois. Les bénévoles sont formés pour l'accueil des familles. Et cet accueil, c'est pas tu vas faire ton marché. C'est un accueil avec, tu as des enfants, le bénévole a la liste de la famille, c'est-à-dire le nombre d'enfants, l'âge, il y a des bébés. Ah ben non, tu as oublié le lait de ton bébé là aujourd'hui. Tu as oublié tes produits, les produits de première nécessité qui sont là, mais tu as oublié le shampoing et la savonnette. Il y en a là, il faut utiliser. Donc, les bénévoles sont formés à cet accompagnement individualisé des familles. Et les familles, lorsqu'elles sortent et qu'elles passent à la caisse de la Croix-Rouge, la petite caisse, c'est prétentieux, hein, c'est une petite boîte, lorsqu'elles passent pour payer leur achat, elles sortent non pas la tête baissée avec leur cabas, mais la tête haute. La tête haute. Et c'est également ce que nous avons remarqué. C'est des exemples qui nous permettent à nous également, bénévoles du conseil d'administration de la Croix-Rouge, de réadapter les dispositifs qui sont créés et de les orienter vers ce qu'il y a de mieux pour les prises en charge de famille. Nous avons les épiceries solidaires, nous avons les boutiques également où elles viennent acheter pour 100 francs un tricot, qui sont les boutiques, c'est des dons. Les épiceries solidaires, ce sont des dons. Il y a également des récoltes 2 fois par an à la sortie des magasins. On aimerait bien en faire tous les mois, mais les magasins n'aiment pas trop ça. Donc les dons, pareil, si vous avez de la nourriture, des vêtements, à la Croix-Rouge, en accueil, à 6 h du matin, c'est ouvert. Il y a des bénévoles qui sont déjà en activité à la Croix-Rouge de Pirey pour vos dons. Nous avons également mis en place une opération, pareil, c'était face au constat des structures de foyers dans lesquelles certains administrateurs de la Croix-Rouge sont également administrateurs, identifier les problématiques des addictions. Et la Croix-Rouge a donc, avec le soutien de la Croix-Rouge nationale, créé l'opération Turumono, qui est une opération de prise en charge des personnes de proximité, à proximité, dans les structures associatives, dans les communes, dans les écoles, à la demande des maires. Nous avons 9 conventions signées avec les Tavana pour que les bénévoles Croix-Rouge, il y en a 2 qui ont été formés à Paris, à l'école Croix-Rouge, dans les structures, dans des structures adaptées aux addictions. 2 bénévoles qui ont été formés, 2 autres qui sont en cours de formation, donc elles ont été formées pendant 2 ans, 2 autres qui ont commencé cette année la formation, pour ensuite revenir, aller dans les foyers, aller dans les structures associatives, aller dans la proximité pour des écoles et des familles, pour parler des problématiques des addictions.
nous sommes également en train de créer, face à la problématique que nous avons constatée fortement au sein des assises de la famille, de la problématique de prise en charge des seniors. Et nous venons de signer une convention avec le maire de Haroué qui nous fait confiance et qui est un partenaire en mettant à disposition un terrain de la commune pendant 2 ans sur lequel la Croix-Rouge va venir implanter des structures amovibles, ce que l'on va appeler des espaces seniors, avec des bénévoles. Pareil, s'il y en a qui sont sensibilisés à la cause, n'hésitez pas, on vous formera, pour accueillir les seniors à la journée, à la matinée, pour permettre aux familles de souffler et surtout permettre à ces seniors, quand elles sont seules chez elles, de sortir de leur isolement avec des activités proposées par les bénévoles de la Croix-Rouge. Et toutes ces activités sont normées. Donc voilà rapidement pour la Croix-Rouge, rapidement pour les assises de la famille, tout naturellement, bien évidemment, face à ces constats et face également aux pressions que nous faisions, les mouvements associatifs, le collectif des associations, pour la prise en charge des structures d'accueil, et également le collectif que nous avons créé pour la prise en charge des SDF à Papeete, qui s'appelle Eivevo. Face à cette pression, le président du pays nous a demandé, et face également à la violence qui était de plus en plus forte, nous a demandé de réfléchir à ce que nous allons pouvoir proposer, nous, société civile, aux décisionnaires politiques pour la prise en charge des problématiques de famille. Et donc nous sommes réunis, nous avons créé un COPIL avec une dizaine de personnes issues de milieux différents, associatifs, judiciaires, religieux, pour voir comment chacun identifie les problématiques de famille. Ensuite, nous avons, avec ces problématiques identifiées, réuni les ateliers avec une 70 personnes de la société civile pour que ces ateliers, ces personnes nous disent « là, vous avez juste, là, c'est pas tout à fait ça ». Et le résultat a donné le rapport sur la conférence de la famille qui a été adoptée à l'Assemblée de Polynésie il y a 15 jours sous forme délibérative. Alors, c'est vrai que c'est une victoire pour les familles, c'est une victoire pour les personnes qui s'investissent et qui ont besoin d'appui, mais la victoire, j'espère, ne sera pas de courte durée et partira dans des actions concrètes que nous attendons tous de la part des décideurs. Nous avons donné les 130 actions, nous avons expliqué comment faire. Certaines concernent que de l'organisation interne à l'administration et aux décisionnaires. Certaines autres demandent des engagements financiers supplémentaires au pouvoir politique de décider quelles décisions prendre, quelles actions prendre, lesquelles mettre en priorité en fonction des priorités gouvernementales et comment les mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous n'avons pas, après le vote de la délibération sur les assises, dit notre travail est terminé. Nous avons continué, nous nous réunissons avec le COPIL pour devenir un COPIL d'action, de mise en œuvre. Donc nous sommes à la disposition pour dire, nous mettons en œuvre telle ou telle des 130 actions à nos niveaux respectifs et nous organisons cette mise en œuvre. Voilà rapidement, on m'a dit 10 minutes parce qu'il faut permettre à tout le monde de parler, rapidement schématiser les actions qui concernent la famille, les familles en général et les prises en charge que nous avons à nos niveaux associatifs en Polynésie française. Je vous remercie. Bon, à mon tour l'exercice. Donc, alors comme je suis pipelette, j'ai fait un PowerPoint, comme ça va me dresser un petit peu. Moi, je m'appelle Cathy Chambon, je travaille à la direction des affaires sociales et je suis responsable de la circonscription de Moorea-Maïor. Il m'a été demandé par ma directrice d'intervenir concernant notre organisation à la prise en charge des victimes. Donc, il me paraissait difficile de le
faire sans présenter rapidement ce que c'est que la direction des affaires sociales et d'expliquer notre structuration et notre organisation dans la prise en charge des victimes, qu'elles soient enfants, adultes ou personnes âgées. Donc la direction des affaires sociales, ce sont des missions définies par l'arrêté de 2007 qui fixe notre organisation. Nous sommes en charge donc de la promotion et de la cohésion sociale et de la lutte contre l'exclusion en définissant des actions de solidarité et nous disposons de cela d'un fonds d'action, d'un fonds financier d'action d'aide sociale et d'un programme de financement des programmes d'action sociale. Bon, ce sont nos outils financiers. La direction des affaires sociales, c'est 2 pôles. C'est un pôle administratif, mais c'est surtout un pôle dit action sociale à l'échelon central. Pardon. On va dire qu'ils ont surtout des missions de coordination et des missions techniques, parce que le cœur de nos actions, en fait, c'est sur le terrain. Donc, c'est l'échelon dit déconcentré, que sont donc les circonscriptions d'action sociale. Alors, les circonscriptions d'action sociale, nous sommes 9 circonscriptions réparties sur tout le territoire de la Polynésie, sachant qu'il y avait auparavant une circonscription des îles, mais les Australes ont été rattachées à Papeete. Où j'en suis où là ? Voilà, les Australes ont été rattachées à Papeete, les Marquises à Mahina et les Tuamotu à Piré-Aroué. Voilà. Chaque circonscription est structurée en 2 cellules. La cellule dite protection de l'enfance et de la jeunesse, qui est donc en charge du suivi des mesures de protection administrative et judiciaire et du suivi des enfants en situation de placement. Et on va dire que tout le reste, c'est dans la cellule polyvalence. Et c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est en charge de l'accueil, de l'écoute, de l'information et de l'orientation, de l'accompagnement social des familles, du traitement des demandes d'aide sociale en faveur des personnes en difficulté et des personnes vulnérables, en charge des enquêtes sociales ponctuelles. Bon, je vous passe les détails. Alors tout ce qui va être handicap, expulsion, délégation d'autorité parentale, intervention auprès des publics de l'aide sociale aux personnes âgées, etc. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et l'instruction des demandes de dossiers d'affiliation au régime de solidarité territoriale et le traitement des signalements, ce qui concerne donc notre sujet d'aujourd'hui. Depuis 2 ans, en fait, cette mission, cette tâche, on va dire, du traitement des signalements a été rattachée à la cellule polyvalence, sans les moyens supplémentaires, ceci dit en passant. Et pour ce faire, en fait, nous intervenons dans un cadre réglementaire, donc le cadre réglementaire de l'aide sociale à l'enfance. Alors la particularité en Polynésie, c'est que nous n'avons toujours pas de code de l'action sociale et de la famille. Ça aussi, on va dire qu'on y réfléchit depuis plusieurs années, pour pas dire décennies. Mais disons qu'on s'inspire donc de le code de l'action sociale et de la famille de métropole. Nous avons notre mission de protection qui est définie dans un arrêté du Conseil des ministres de 2007 qui définit l'organisation de la direction des affaires sociales. Nous avons l'avis du Conseil d'État du 4 février 1997 qui délègue en fait à la direction des affaires sociales la mission d'aide sociale à l'enfance. L'article 378 du Code civil relatif à la protection de l'enfance en danger. Un manuel de procédure de la division aide sociale à l'enfance qui définit les procédures internes et les outils dont nous disposons pour travailler. Et enfin, un guide du signalement qui a été travaillé il y a quelques années avec la santé et l'éducation, qui est aujourd'hui encore notre base, notre base, un outil qui est partagé. Voilà, on va dire évolutif et partagé. Chaque circonscription est composée d'équipes pluridisciplinaires avec des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, une secrétaire, une psychologue clinicienne, un responsable de circonscription et parfois un travailleur social spécialisé dans la prise en charge des publics vulnérables, personnes âgées et personnes porteuses de handicap, et également une technicienne en économique sociale et familiale. Donc l'ensemble de ces équipes pluridisciplinaires mènent des actions individuelles, c'est-à-dire centrées sur l'enfant ou sa famille, et des actions collectives lorsqu'elles disposent suffisamment de temps,
en partenariat avec d'autres services, institutions, associatifs et communes. Alors, peut-être quelques données chiffrées que je suis allée chercher sur le rapport d'activité de l'aide sociale à l'enfance de 2015, juste sur les enfants, les mineurs donc victimes en danger ou en situation de risque. Nous avons donc deux types de mesures. Nous avons, on va dire, concernant les mesures de protection, nous avons 2321 mineurs en mesure de protection et 214 jeunes majeurs qui ont demandé à continuer à être protégés. 44,5% de ces mineurs sont âgés de 12 à 17 ans. 53,5% des mineurs sont placés de l'ensemble des mesures, dont 36% dans la famille élargie, ce qu'on appelle les placements fétis. 93% sont des mesures judiciaires et nous avons une moyenne de 60 mesures par travailleur social, sachant qu'en métropole, les chiffres, c'est 30 pour 1. Ensuite, nous avons les informations préoccupantes ou signalements. Bon, je ne veux pas faire... Enfin, nous, on va globaliser, hein, c'est toutes les saisines, on va dire. Hein. Donc, nous avons eu en 2015 1140 mineurs signalés. 47% sont des situations dites en risque. 53% par déduction de danger avéré, dont 14,6% pour maltraitance physique, 15,1% pour négligence lourde et 8,5% pour maltraitance sexuelle. L'éducation signale pour 40% des saisines, 25% nous sommes saisis directement par la justice, c'est-à-dire par le procureur plus rarement, puisque lui saisit lui-même le juge des enfants, donc essentiellement le juge des enfants, et 16% par la santé. Ça, j'ai déjà dit, 59% des mineurs entre 12 et 17 ans. Voilà, alors, qui signale en fait, souvent, le signalement ou l'information préoccupante, c'est ce qui nous permet d'entrer dans la situation. Donc on est saisi par le partenaire, c'est une saisine qui est toujours écrite avec un document qui a été travaillé dans le cadre du guide du signalement. Mais fort est de constater que depuis 2 ans, on est de plus en plus saisi par des particuliers et entre autres par les membres de la famille, inquiets de la prise en charge de l'enfant victime de maltraitance ou de négligence, de carence. Les travailleurs sociaux eux-mêmes s'auto-saisissent lorsqu'ils recueillent l'information ou constatent un danger. Et ce signalement, ça aussi, ça grandit un petit peu. Il est anonyme. Il peut être anonyme, c'est-à-dire qu'en fait, l'anonymat, on en a parlé brièvement hier, nous demandons à ce que le signalant nous donne ses coordonnées, parce que sinon, on pourrait avoir des signalements, comment dire, pour vengeance, hein, entre guillemets. Donc, en fait, on recueille l'identité du signalant, mais on ne la divulgue pas. Hein, elle reste au niveau du dossier. Voilà. En fait, les violences intrafamiliales, dans la situation des violences intrafamiliales, notre entrée, c'est le plus souvent l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va montrer, va manifester, il va parler, mais il va surtout pas forcément avec des mots. Alors, voilà, je suis pas lacanienne, mais bon, des mots MAUX, c'est-à-dire effectivement des troubles du comportement, des mal-être exprimés avec des scarifications, des envies suicidaires, des dépressions, hein, et donc de fortes inquiétudes de nos partenaires de l'éducation, parce qu'en fait, souvent, donc, ils trouvent leur origine dans les difficultés familiales. Quant à la femme, la maman, elle est victime le plus souvent, mais dévoile et ne dénonce jamais la violence subie. Et c'est souvent cette violence, elle est devinée par les travailleurs sociaux dans les entretiens, et ça peut être caché derrière une simple demande d'aide alimentaire. Vous
Voilà, où elle va en parler dès lors que la violence va toucher physiquement les enfants. En tout cas, on va dire que c'est quand même plus souvent par l'enfant qu'on peut intervenir dans les familles de par notre mission de protection de l'enfance. Mais les victimes, ce ne sont pas que des enfants, ce sont aussi des personnes âgées, ce sont aussi les personnes porteuses d'un handicap, ce sont aussi parfois donc des femmes et des hommes victimes de violences. Toutes ces victimes, en fait, sont signalées aux circonscriptions, combien même la situation, la saisine, elle est centralisée au niveau de la direction des affaires sociales sur une cellule qui s'appelle la cellule signalement. On peut être saisi directement ou par la cellule. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où le signalement est arrivé sur la circonscription? Eh bien, notre premier travail, c'est d'en faire l'évaluation. Alors, on va recueillir la parole de la victime. Nous allons évaluer très rapidement la notion de danger, parce que c'est ce qui va définir si on doit faire un placement ou pas. Et pour ce faire, nous allons évaluer rapidement la compétence parentale ou l'environnement familial à pouvoir se mobiliser pour la victime, pour l'enfant signalé. Donc, dans l'évaluation, on va dire qu'une évaluation accomplie pour nous, c'est plusieurs étapes, qui peut être très rapide selon la lecture. Mais d'abord, une lecture avisée du signalement pour évaluer l'urgence de l'intervention et la méthode d'intervention selon le motif de la saisine. On n'interviendra pas pareil si on a une saisine pour un abus sexuel, pour une maltraitance, pour une carence, pour un problème d'hygiène, pour un problème de soins. Les motifs sont tellement divers que, à la limite, pour chacun des motifs, il nous faut réfléchir rapidement sur la meilleure méthode à intervenir. Donc, on a aussi une rencontre systématique à domicile. La visite à domicile, c'est notre corps de métier, notre cœur de métier. Donc, on entretien individuel également avec l'enfant ou ses parents lorsqu'ils ne sont pas auteurs. Parce que là aussi, c'est une autre démarche quand les parents sont auteurs. Donc, une rencontre systématique du partenaire de l'éducation, si l'enfant est à l'école, ou de la médecine scolaire, justement dans le recueil d'informations. Nous allons chercher aussi systématiquement, parce que nous avons la chance d'avoir une psychologue clinicienne sur chaque circonscription, et on va s'appuyer systématiquement sur le judiciaire lorsque les défaillances parentales sont jugées trop importantes et nocives au développement de l'enfant. On va d'abord travailler dans un cadre administratif, mais si vraiment le danger et la mobilisation ou la prise de conscience chez le parent de la situation de mal-être de l'enfant victime, à ce moment-là, on s'appuie sur le judiciaire puisque nous avons besoin de ce mandat pour intervenir. Alors, vous comprendrez que intervenir, il faut un encadrement technique des travailleurs sociaux pour éviter d'abord l'isolement et aider à la prise de décision, parce que c'est pas rien notre mission, et on ne peut pas prendre de décision à la légère, notamment lorsqu'il s'agit d'un placement. Des temps de soutien technique, donc sur chaque circonscription, nous avons des temps de soutien technique pour favoriser la pluridisciplinarité et la régulation et les échanges. Nous avons des temps de synthèse avec les partenaires, et à la sortie de ces temps de synthèse, nous faisons un retour systématique aux familles des orientations et des décisions qui seront prises. On va leur expliquer comment on va travailler et pourquoi on va travailler. Ensuite, nous avons des outils méthodologiques dans le cadre du traitement de signalement et dans l'écriture. Parce que les écrits, c'est important. Nous allons donc rendre compte de notre évaluation et mettre en place un accompagnement quand c'est nécessaire auprès de l'enfant, auprès des parents, en entretien éducatif, un soutien psychologique. Nous faisons des sorties éducatives pour rencontrer l'enfant autrement que dans sa famille. Auprès des parents, souvent, guidance parentale, médiation du couple et aide sociale si nécessaire par rapport aux problématiques constatées. Donc l'important, c'est d'instaurer une relation de confiance et de travailler l'accompagnement au niveau individuel et au niveau du couple pour aider les parents à prendre conscience en fait, des conséquences des climats de violence
sur la santé psycho-affective des enfants. Lorsque, par exemple, la violence, elle n'est, entre guillemets, que conjugale, souvent, les parents s'imaginent qu'il n'y a pas de conséquences sur les enfants. Alors que les conséquences sur les enfants, combien même la maltraitance n'est que conjugale, sont aussi importants que et aussi graves en conséquence que si la maltraitance était directement commise sur l'enfant. Et je vais bientôt terminer, c'est à la fin. La prévention, je dirais qu'elle est fondamentale, mais encore insuffisante, mais qu'on le fait à travers nos accompagnements. Elle peut être collective, parce que nous menons aussi des actions avec des groupes cibles, mais nous travaillons essentiellement avec des porteurs de projets, le plus souvent associatifs. En conclusion, je dirais que nos actions sont surtout curatives et individualisées à l'échelle de la personne ou de la famille. Que l'importance de la prévention, notamment chez les primo-violents et les jeunes couples, que des situations sont en augmentation plus graves et plus complexes, et qu'il faut absolument que des écoles de parents soient accessibles. Si on l'a sur Tahiti, on ne l'a pas forcément dans les îles. Et qu'on constate une précarité installée, que la violence elle est sur fond de consommation d'alcool et d'usage de stupéfiants, et de plus en plus de ice. On n'en parle pas, on parle beaucoup de PACA, mais je peux vous assurer que depuis 2 ans, le ice Moréa, on est une plaque tournante. Des blessures et des fractures, souvent dans l'enfance chez ces adultes abîmés, qui nous amènent à intervenir autant sur la personne que sur le groupe famille. Des structures d'accueil d'urgence encore insuffisantes et pas toujours accessibles. Des initiatives et des expériences positives comme les comptes famille, comme mis en place les CBA, qu'il nous faut absolument appuyer et développer. Et encore des moyens insuffisants dans le cadre de la prévention de la récidive en matière de violence intrafamiliale et conjugale, parce que bien souvent, maman continue à aller voir son monsieur, et que à la sortie de la prison, nous devons retravailler de nouveau avec les parents et les enfants. Et c'est un long travail, voilà, qui laisse souvent un sentiment d'insatisfaction chez nos partenaires, on le sait bien, parce qu'ils voudraient que ça aille plus vite et que ça aille mieux, mais que le changement, c'est long. Moi, j'ai 2 postulats de départ. Il faut considérer qu'un enfant signalé est très souvent un enfant en souffrance, révélateur d'une situation de problème. Il peut être, en ce sens, considéré comme une victime directe ou indirecte de ce dysfonctionnement familial. Et j'ai un 2e postulat. Ce qu'il demande avant tout, l'enfant, c'est que sa famille aille mieux ou que ses parents changent. Et en ce sens, le placement est la dernière alternative et doit revêtir un caractère nécessaire de protéger l'enfant. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Vainouy Simon, je suis psychocriminologue et je travaille au service pénitentiaire d'insertion et de probation, dont je vais vous épargner la présentation grâce à la présentation déjà faite de mon chef d'antenne juste avant. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un mode de prise en charge, puisqu'on est bien sur un atelier de dispositif d'accompagnement. Donc, je vous propose de vous parler du collectif. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à la fois à l'élaboration et aussi à l'animation de plusieurs formes de types d'accompagnement collectif aux côtés de professionnels variés. Je pense à 3 formes, en tout cas, de dispositifs. Je pense au groupe de parole pour auteurs et victimes de violences conjugales qui sont proposés par la page, sur lesquels, là, on va être avec une orientation plus thérapeutique. Thérapeutique, en gros, si je traduis rapidement, c'est qu'on va travailler avec les personnes et surtout à partir de leurs demandes et avec eux avant tout. Je pense également au stage de citoyenneté où là on va se situer dans un cadre judiciaire où on va travailler sur un temps plus court, on va travailler sur la prise de conscience et on va essayer de favoriser en tout cas, ou de tenter de déclencher une demande pour un accompagnement qui sera peut-être plus poussé par la suite. Je pense aussi, et j'en fais l'expérience plus récemment, des programmes de prévention de la récidive qui sont proposés par le SPIP, où là, on sera plus dans une démarche globale de réflexion et de responsabilisation des auteurs par rapport à leurs actes. On va travailler, on va dire, de manière très structurée. On va avoir des ateliers qui seront préparés. Bon, alors j'aime bien le côté très pratique des choses. Alors j'ai envie de vous dire que ce qui est le plus important dans l'animation collective, c'est de comprendre pourquoi on propose ce type de dispositif et comment on le fait.
Alors pourquoi proposer des groupes de parole ? Il y a plusieurs raisons. La première, j'aurais envie de vous dire que ce sont des dispositifs qui sont expérimentés partout dans le monde. Il y a énormément d'études qui sont faites là-dessus et qui en prouvent les bénéfices que la population peut en tirer. La deuxième raison que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une méthode de prise en charge qui permet de sortir un peu de l'individuel qu'on a, en tant que professionnel, l'habitude de pratiquer. Sortir de cette relation duelle est parfois bénéfique et ça permet de travailler d'autres axes de réflexion. Ça permet notamment en tout cas ça permet au sujet de se situer avec les autres et d'apprendre avec les autres et au contact des autres. Un autre point qui est d'autant plus riche d'ailleurs dans la mise en place de dispositifs collectifs, c'est que l'avantage c'est que ça ne se réduit pas au champ de la psychologie. Ça s'ouvre à plusieurs champs de compétences, c'est accessible à plusieurs types de professionnels, à la fois aux travailleurs sociaux, je pense aux conseillers d'insertion de probation également, je pense aux éducateurs. En tout cas, cette perspective-là, je trouve que c'est un avantage, que ça permet à la fois de réunir les gens dans un même espace, mais ça nous permet aussi à nous, professionnels, de se réunir dans la pluridisciplinarité. Il y aurait un autre point auquel j'aimerais insister là-dessus pour ceux qui se posent la question aussi du polynésien et de sa place, enfin de sa capacité à être dans un groupe de parole. J'ai envie de vous rassurer parce que c'est avec le recul et quelques années d'expérience maintenant, le polynésien s'y prête très très bien et quand on lui donne l'occasion de s'exprimer, qu'on lui pose le cadre, il joue très bien le jeu, il peut en tirer des bénéfices et je peux aussi vous dire que ça a d'autant plus d'effets positifs quand on a travaillé sur la question et qu'il y a également un suivi individuel à côté. Je profite de ça pour vous dire qu'effectivement, je trouve que l'accompagnement collectif et le suivi individuel sont quelque chose de très complémentaire et que souvent, quand ils sont mis en place ensemble, on arrive à atteindre une certaine efficacité. Et les personnes en témoignent volontiers. Donc voilà. Alors maintenant, ce serait plutôt la question du comment est-ce qu'on les met en place. Alors là, ça fait appel à toutes les questions pratiques. C'est réfléchir aux objectifs d'un groupe de parole, c'est réfléchir à l'endroit où est-ce qu'on va le faire, c'est réfléchir qui va le faire. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire par rapport à l'organisation pratique et à la mise en place de ce type de dispositif, c'est que chaque détail a de l'importance. J'irais même jusqu'à dire que chaque détail a surtout un sens à la fois pour les professionnels qui le mettent en place, mais surtout un sens pour l'usager. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Quand on met en place un tel dispositif ou n'importe quel mode de prise en charge, c'est bien l'usager qui est au centre et c'est à partir de lui que l'on doit travailler. Après, évidemment, pour le contenu, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais plutôt me laisser la place aux questions. Mais en tout cas, sachez qu'on a à nos dispositions toute une palette d'outils d'animation, des techniques d'animation, pour mettre en place ce type de dispositifs qui sont issus à la fois, enfin en tout cas beaucoup d'expériences étrangères, des études. Bon, on a, nous psychologues aussi, je pense à mes collègues professionnels, on a des références théoriques évidemment qui nous aident à mettre en place ça. Et j'ai envie aussi de dire que tous ces outils-là sont très utiles et sont aussi adaptables à la population polynésienne. Évidemment, tous ne vont pas... il n'est pas question de faire un copier-coller pour les utiliser sur la population polynésienne, mais bien de réfléchir à leur adaptation dans l'animation. Et c'est possible, et c'est d'ailleurs très très riche. En tout cas, de manière globale, j'aimerais vous dire qu'avec un bon climat de confiance, avec une bonne articulation d'animation, avec un bon cadre qui va être posé, une dynamique de groupe, ça peut permettre beaucoup de choses aux individus. Ça peut leur permettre de se sentir moins seuls face à leurs problèmes. Ça peut leur permettre d'apprendre à écouter l'autre, d'apprendre à s'exprimer aussi, d'apprendre à verbaliser leurs émotions. Ça leur permet de se réapproprier leur histoire personnelle aussi. Ça leur permet de mieux se connaître. Ça peut leur permettre aussi, et surtout parce que c'est beaucoup la question, on se retrouve toujours à parler souvent de la même chose, ça leur permet de trouver les mots pour s'exprimer. Les problèmes sont souvent un problème de communication. Donc c'est ça qu'on travaille principalement au travers d'une dynamique de groupe. Après, les sujets peuvent être divers et variés dans l'animation collective.
Donc, pour vous dire aussi que les dispositifs collectifs, comme tout dispositif, ils se réfléchissent. On doit prendre le temps d'y réfléchir. Ils posent des questions aussi aux professionnels, des questions par rapport à plusieurs choses. Je pense par exemple au nombre de séances, à combien de personnes on va y accepter, quelles personnes on va y accepter. En tout cas, ça suscite des questions auxquelles on doit prendre le temps de se poser et réfléchir. Les difficultés, en tout cas, s'il y en a une que j'ai un peu en tête, c'est notamment la difficulté en tout cas la variation des niveaux de compréhension des publics. C'est vrai que des fois, dans un même groupe, quand on a des niveaux de compréhension qui sont différents, on doit s'adapter. Et parfois, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On essaye de faire ce qu'on peut. Mais ça fait partie des difficultés qu'on peut parfois rencontrer. Donc je vais essayer d'être succincte pour ne pas monopoliser trop la parole. Mais en gros, j'aimerais vous dire que le collectif, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne. Qu'il faut parfois, je reprends les propos de ma collègue tout à l'heure, qu'il faut s'autoriser à mettre en place des choses et à réfléchir évidemment non pas tout seul mais ensemble, parce qu'on est tous professionnels, acteurs dans la prévention de la délinquance, et quand on se réunit, on peut trouver des pistes de prise en charge qui sont très intéressantes quand on le fait, encore une fois, j'insiste sur ce mot-là, mais ensemble. Voilà. Et aussi vous dire que plus on mettra en place une diversité de modes de prise en charge collective, et bien plus on a la chance de toucher un maximum de public. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Irénouy Germain, je suis médiatrice et je représente aujourd'hui l'AMDPF, l'Association des médiateurs diplômés de Polynésie française. Je rejoins complètement mes voisines sur l'accompagnement, les dispositifs d'accompagnement des familles, pour être à l'écoute, bien sûr, des besoins de ces familles. Nous sommes aujourd'hui dans l'association actifs dans les médiations judiciaires, d'une part. Nous avons la chance d'avoir une juge aux affaires familiales qui est très favorable à la médiation. Et nous mettons en place des permanences au tribunal pour informer les familles sur ce processus, parce que c'est un processus récent à Tahiti et beaucoup de personnes ne connaissent pas l'existence de ce mode alternatif. Et il y a une première phase donc d'information, et ensuite, selon les cas, la juge aux affaires familiales ordonne des médiations et dans lesquelles nous on reçoit les parties, d'abord dans un premier temps individuellement et ensuite en réunion plénière, et on les accompagne à travers ce processus avec un cadre. On les accompagne dans l'expression de leurs besoins, les émotions, et on les accompagne à ce qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre solution, à ce qu'ils construisent l'avenir toujours dans l'intérêt des enfants. Bien sûr, le rôle de médiateur est de faciliter la communication, le dialogue, toujours dans l'intérêt des enfants. En dehors des médiations judiciaires, la médiation se met en place aussi dans tous les domaines où il y a de la relation. Donc ça peut se mettre en place de manière conventionnelle dans les communes, par exemple, dans les conflits de voisinage. Ça s'est mis en place dans les conflits fonciers. En entreprise, ça se met en place aussi dans les écoles. Pour recréer du lien entre les parents, les équipes pédagogiques, au sein même des équipes pédagogiques, et aussi dans des projets de médiation par les pairs, entre élèves eux-mêmes. L'idée étant de transmettre des outils de communication aux plus jeunes, dès le plus jeune âge, avec des moyens ludiques à la portée des enfants, qui puissent grandir avec ces moyens de communication et être eux-mêmes acteurs de leurs conflits au sein de l'école. Voilà les différents projets que nous développons au sein de l'association. Nous avons 3 promotions de médiateurs qui ont été formées depuis ces 4 dernières années, qui se regroupent en 2 associations. Et nous avons aujourd'hui aussi un lieu qui est dédié à la médiation et à l'accompagnement,
C'était important aussi de définir ce lieu. Et dans nos différentes missions, je rejoins un peu Véinoui parce que nous mettons en place aussi des groupes au sein des quartiers, au sein des communes, auprès de publics d'adultes et d'adolescents pour leur permettre de dialoguer dans un espace confidentiel et d'aller vraiment développer ce langage des émotions, des sentiments, aller au cœur de leurs besoins et leur offrir un temps et un espace confidentiel dédié au dialogue. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'en fait tout a été dit déjà par mes collègues. Donc je vous rejoins complètement. On est vraiment partenaires dans ces actions. Et vraiment, voilà, c'est ce que je vois là-dedans, c'est vraiment ça répond à mon besoin de contribuer à une meilleure communication au sein des familles. Et c'est là la graine de plus de paix, voilà, plus d'humanité, une société plus humaine. Et voilà le sens de tout ça. Merci. Bonjour, donc je vais finir la présentation le plus rapidement possible. Donc je me présente, Nathalie Collin-Fagotin, je suis psychologue de la famille et formatrice. Depuis une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans les services publics, notamment dans l'aide, l'accompagnement des enfants, adolescents et familles. Et il m'est apparu comme une évidence au bout d'une quinzaine d'années que l'action en faveur des familles devait se faire le plus en amont possible, donc l'accompagnement en proaction. D'autre part, il apparaissait aussi nécessaire d'adapter les modalités classiques proposées pour les adapter aux réalités actuelles des familles et d'ajuster les actions proposées aux besoins des familles. Donc c'est à partir de ce double constat que j'ai élaboré un projet d'accompagnement des familles qui a 1 an maintenant et qui comprend plusieurs axes d'action dont certains sont déjà mis en œuvre et dont d'autres sont on va dire, à l'état de projet. Donc je vais vous les présenter succinctement. Alors ça part d'abord d'un contexte dont je vais reprendre les idées très brièvement. Tout d'abord la structure familiale qui se métamorphose avec notamment les recompositions familiales et toutes les difficultés que ça va générer derrière, l'évolution des rôles dans la famille, du rôle de la femme, de l'homme dans le couple. La société qui expose aussi les familles et les parents à des exigences nouvelles. Je parle des écrans, l'utilisation des écrans, des nouvelles technologies notamment, et puis une génération qui communique, qui laisse parfois les parents un petit peu démunis par rapport à ce qu'ils ont connu eux quand ils étaient enfants, où la parole n'était pas autant autorisée qu'elle l'est aujourd'hui pour les jeunes générations. Des modèles éducatifs qui sont aussi remis en cause par les générations de jeunes parents qui souhaitent faire différemment avec leurs enfants. Donc c'est la place de la parole de l'enfant, le mode autoritaire qui a été largement utilisé dans les milieux familiaux, mais qui est au jour d'aujourd'hui très largement remis en cause. Une meilleure connaissance donc, de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, donc dont je suis, sur lesquels j'ai une spécialité, parce que je suis spécialisée sur les âges de la vie et le développement de l'enfant et de l'adolescent et de la vie adulte. Et puis, ça, c'est un constat aussi, une demande de plus en plus forte de la part des parents, et notamment des demandes de réponses, d'éclairage, en tout cas d'aide à voir plus clair sur des situations éducatives qui sont parfois compliquées et difficiles. Alors, la situation des familles aujourd'hui se heurte à plusieurs difficultés. Une des grandes difficultés, c'est la question des ruptures familiales. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Mais on sait que sur la première année de la vie d'un enfant, le nombre de séparations de couples augmente de façon assez inquiétante. On sait probablement, les hypothèses qui sont avancées, c'est que les difficultés liées à la constitution d'une famille et les enjeux que ça peut causer pendant la première année de la vie du premier enfant sont lourdes de conséquences et mobilisent les parents avec tout ce qu'ils peuvent avoir de ressources et donc parfois les mettre en difficulté.
Il y a la question des violences intrafamiliales qui se développent beaucoup plus dans un terreau et dans un climat familial tendu, quand les communications sont difficiles, quand les dysfonctionnements sont installés. Donc la violence comme conséquence à un terrain familial peu propice. Conflit de génération, alors il y a les cohabitations, mais il y a aussi les difficultés d'appréciation et de perception entre les générations, donc des grands-parents, des parents, des enfants qui parfois cohabitent, mais parfois ne cohabitent pas. Et pourtant, les grands-parents, au jour d'aujourd'hui, sont très actifs aussi en ce qui concerne participer, en tout cas s'occuper de leurs petits-enfants. Et parfois, ça crée des conflits. Puis, dernier point, les difficultés relationnelles, en particulier dans les familles recomposées, qui sont de plus en plus nombreuses et qui parfois se recomposent sans avoir des repères pour le faire. Et une famille recomposée, ça n'est pas pareil qu'une famille pas recomposée. Il y a des enjeux particuliers, il y a une configuration particulière qui va demander on va dire une place particulière, par exemple pour les beaux-parents, mais aussi pour les beaux-enfants, et des conflits aussi à gérer qui du coup découlent de cette situation. Troisième constat, c'est de dire que l'accompagnement des familles, c'est une question de société. Pourquoi ? Parce que les difficultés familiales, on le sait, et sentimentales, sont une des premières causes du mal-être chez l'adolescent. Les études le démontrent. Et les adolescents sont les premiers à en parler quand il s'agit de parler de ce qui est plus compliqué, plus douloureux pour eux. On sait aussi qu'en termes de motifs par rapport aux tentatives de suicide, ce sont des problématiques largement évoquées aussi chez les adolescents. Et puis qu'en termes d'éducation, c'est un socle sur lequel vont se construire les adultes de demain. Donc la question de l'importance de l'éducation des enfants, des adolescents, qui commence évidemment dans le socle familial. Alors quelques réponses. Ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, bien au contraire, c'est plutôt des suggestions qui ne demandent qu'à être déployées, à être enrichies par peut-être vos suggestions ou d'autres actions qui viendront en complémentarité. Mais une des actions qui vient en réponse à cette dimension-là sont des ateliers parents qui ont déjà été mis en place. Je pourrais vous en parler avec la commune de Punaouia notamment, donc avec des cycles, des parcours thématiques. Donc un atelier, c'est un temps court, en général de 2 heures, au cours duquel on apprend, on va dire, les bases, les compétences parentales, les bases de la parentalité positive. Je vous dirai 2 mots de ce que c'est que la parentalité positive, qui a comme objectif de mieux comprendre les enfants, c'est-à-dire que un des premiers, c'est revenir sur la base. Une des difficultés à intervenir d'une manière pertinente par rapport à un enfant, c'est souvent une incompréhension de ce qui se joue dans la situation. Donc revenir à la base, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, comment décoder un comportement chez un enfant, un adolescent, pour mieux adapter son intervention. Développer donc des compétences de parentalité, et ça, il y a maintenant des projets, je dirais, de par le monde qui se développent sur ces questions-là. L'idée que la parentalité, ça demande un certain nombre de compétences, et que des compétences, comme dans d'autres domaines, ça peut s'apprendre, ça doit s'apprendre. On fait bien des formations en communication, en gestion des conflits quand on est au travail. Si on a besoin de se former quand on est au travail, pourquoi on n'aurait pas besoin de le faire quand on est dans sa famille avec ses proches ? Deuxième action, les groupes de parole de parents, qui ont une particularité d'être des groupes plutôt fermés, qui ont un objectif à plus long terme, c'est-à-dire que l'atelier parent est ponctuel, on peut y venir, on vient par rapport à un thème précis, le groupe de parole, mais je ne vais pas m'étaler sur cette question-là parce que ça a été bien développé par Veinui. Donc on peut mettre en place, ça a été aussi mis en place par exemple dans un quartier prioritaire de la commune de Punaouia, si ça vous intéresse d'avoir des précisions. Puis je vois qu'on a quelqu'un qui pourra nous donner les précisions sur ce projet-là, qui est dans la salle. Donc, le but des groupes de parole, c'est non seulement de libérer une parole et un échange autour de préoccupations communes, mais aussi de créer un réseau solidaire de parents, réseau d'entraide, à partir du principe qui est que chacun a son propre témoignage et peut être une richesse pour les autres parents. Et faciliter l'expression de ce témoignage, de cette parole, ça bénéficie
à tous. Donc là, je reviens sur la notion d'action collective qui est plus riche que en tout cas dans cette dimension-là que la dimension individuelle. Et puis la notion dont on parle beaucoup actuellement, qui est l'intelligence collective. Je dirais que le groupe de parole s'inscrit exactement là-dedans, l'atelier parents. C'est l'intelligence collective au service du particulier. Troisième action possible, les séminaires, programmes éducatifs et de soutien aux parents. Je sais qu'au Canada, j'ai eu la chance de pouvoir y étudier une année et il y a des projets très innovants depuis quelques années qui ont contribué à justement réfléchir sur ces programmes éducatifs et de soutien aux parents qui sont dédiés à des parents qui peuvent être ciblés dans une certaine mesure. Là, je dirais que la démarche est la même. La seule différence, c'est qu'on est plus sur un temps d'approfondissement. On va vraiment approfondir les notions et les thèmes et puis parler de toutes les compétences possibles que ça peut mobiliser dans la parentalité. Une autre réponse possible, c'est le réseau de parents sur Internet, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des outils largement utilisés par les parents. Donc, les parents ont tout à fait leur place. Et donc, je vous donnerai l'exemple de familypsy.com, donc qui propose notamment un réseau de communauté de parents sur Internet, mais aussi un blog d'information. Je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis, en dernier lieu, des services professionnels, mais adaptés. Donc, le service professionnel, alors en termes soit de conseil, parce que parfois c'est une demande de conseil, et en complément, parce que l'action collective, elle est importante, c'est vrai, mais dans certaines situations, il y a vraiment besoin d'un accompagnement plus personnalisé, parce qu'évidemment, chaque histoire de famille, chaque histoire est particulière, et donc elle demande des réponses particulières. Et l'accompagnement personnalisé est vraiment un complément, une complémentarité parfaite à ce qui peut aussi se travailler dans des temps collectifs. Quelques mots maintenant sur la parentalité positive pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je dois faire vite. Alors très rapidement, dire que c'est une notion qui, depuis quelques années, aussi a été largement développée, d'ailleurs appuyée par des recherches depuis ces 15 dernières années, qu'un des objectifs, c'est optimiser le potentiel de développement de l'enfant. C'est un potentiel de développement. Et si les conditions autour de l'enfant sont favorables, on va optimiser ce développement. Donc c'est ça l'objectif de la parentalité positive. L'approche est bienveillante, respectueuse et non jugeante. Et puis effectivement, il y a 4 grandes dimensions de capacité parentale qui ont été identifiées, que je n'ai pas inventées, sur lesquelles je me repose, mais qui n'ont pas du tout, qui sont bien reconnues au niveau international. C'est la capacité pour les parents d'apporter de l'épanouissement à leur enfant, la structuration, la reconnaissance et l'autonomie. Et favoriser ce qu'on appelle les relations interpersonnelles positives au sein de la famille, qui sont faites de respect, de non-violence, apprendre à gérer les conflits et savoir apporter de la qualité dans les relations familiales. Donc les réponses doivent être concrètes, adaptées au développement de l'enfant, au contexte familial, culturel. Et juste 2 mots pour dire qu'on sait aussi que d'un point de vue du développement de l'enfant, il y a un modèle éducatif qui est bien plus positif, du coup bénéfique. C'est un modèle éducatif, dont je n'aurai pas le temps de vous développer, ça prendrait des heures, mais qui allie contrôle parental et chaleur affective. Voilà, bon, je passe sur la petite citation qui est bien intéressante, mais je n'ai pas le temps on me fait signe que je dois écourter. Donc, je passe à la suite pour juste vous donner quelques mots sur la description d'une part des ateliers parents, donc comme je disais, qui sont thématiques avec 3 étapes. Les clés de compréhension, décoder le comportement. 2e temps, l'échange, partage d'expériences, témoignages des parents. Et 3e temps, réponse, présentation d'outils. L'atelier parents se veut pragmatique. On repart de l'atelier avec des réponses, avec des choses concrètes que l'on pourra mettre en pratique en retournant à la maison. Voilà, donc je passe rapidement sur la fiche de présentation, sur la 2e partie qui, éventuellement, je pourrais revenir dessus si vous avez des questions. Le groupe de parole, je vous le disais, a la particularité de s'inscrire dans le temps avec une expérience très intéressante avec une maison de quartier du quartier prioritaire de Hutu-Maoro sur la commune de Punaouia. Je passe sur la question du séminaire également, sauf si vous avez des questions par la suite. Et j'en viens à la dernière partie, donc sur la présentation de familypsy.com.
donc qui a effectivement un an d'existence, qui a sa page Facebook, qui est un réseau social gratuit en ligne, qui aussi relaie les événements qui, par exemple, sur les ateliers parents, dans le cadre d'actions collectives, peuvent être gratuits et donc ouverts au grand public, parce que tout parent, à un moment donné, peut se traverser des difficultés, et même s'il ne traverse pas des grandes difficultés, se pose au moins des questions d'un point de vue de son intervention éducative. Donc ça peut intéresser, on va dire, un large public. Et donc un service également d'accompagnement des parents, des couples et des familles, en particulier, comme je le disais, quand il y a besoin d'intervenir sur une situation nouée, problématique ou bloquée, qui vient en complémentarité à l'action collective. Dernière chose, la question, parce que ça m'a été demandé par rapport à la présentation d'aujourd'hui, pourquoi peut-on, en tant que psychologue, exercer en ligne, puisque c'est les services que je propose par rapport à famillepsy.com, et à domicile, pour justement se rendre au plus près des contextes de vie de l'enfant, de l'adolescent. Donc les avantages, je vais terminer là-dessus, des services psychologiques en ligne qui commencent à se développer, mais qui peuvent poser question. D'abord, dans l'idée de s'adapter aux réalités actuelles, on peut dire que par rapport à la Polynésie, c'est adapté à la configuration géographique, que de deux, c'est adapté aussi aux besoins des parents par rapport aux emplois du temps. C'est plus facile de caler une séance en ligne sur un temps, par exemple, de pause déjeuner, que le temps que ça peut demander de transport. Donc il y a une question aussi de temps, de gestion du temps. C'est discret, puisqu'on n'a pas forcément... il y a parfois l'obstacle de se rendre chez le psychologue, où il y a encore des réticences par rapport à cette démarche-là. Donc là, ça peut se faire en toute discrétion. C'est économique, puisque du coup, il y a moins, il y a des modalités qui permettent et c'est écologique, pas d'essence à dépenser pour se déplacer, et des familles donc, qui sont de mieux en mieux équipées par rapport aux technologies, et donc des moyens de bénéficier de ces services-là. Je vous remercie de votre attention. Alors voilà encore une table ronde qui suscite beaucoup de questions. On va commencer par deux questions directement posées à Madame Bambridge sur les épiceries solidaires qui semblent beaucoup intéresser notre public. Vous parliez de réticence des magasins locaux. Il existe en France une loi obligeant les grandes surfaces à donner aux associations leur invendus. Qu'en est-il en Polynésie? Ça va être rapide, hein? Il y a un an de cela, nous l'avons proposé, nous avons même mis la loi n'était pas encore votée en France, elle était à l'Assemblée nationale en débat. Donc nous avons piqué la loi, nous l'avons envoyée au gouvernement en disant, ben voilà, copiez et puis faites en sorte que l'on puisse, copier-coller. Et on n'a pas eu de réponse, la preuve jusqu'à aujourd'hui en tout cas, de vote de la loi, mais nous avons eu des réunions avec les importateurs organisées par la direction des affaires économiques, bof. Enfin, certains quand même ont signé une convention, l'une avec le Secours catholique pour Père Christophe. Et puis nous, on a eu avec un autre importateur des petits stocks qui nous arrivent. Mais bon, globalement, c'est vraiment la bonne volonté de l'un ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Père Christophe? On s'arrange. Il nous expédie à la Croix-Rouge le truck de la miséricorde, avec des boîtes de petits pois, et nous, on le remplit avec d'autres articles en général, c'est des articles de soins, hein, des shampoings, des savonnettes qu'il manque. Et voilà, on fait des échanges, mais on s'organise entre nous. C'est sympa, c'est pas normal. Donc, de ce fait, il y a une élue de l'Assemblée qui, dans le cadre de notre collectif des Assises de la Famille, donc les échanges ont été importants et la composition du collectif, c'est ce que tu disais, ensemble on est moins con que tout seul. Et dans le cadre d'une réunion de personnalités de la société civile, les élus de l'Assemblée que j'ai sollicitées ne l'ont pas été à ce titre. Elles ont été, Armelle Merceran pour le passé que vous connaissez,
d'Armelle sur ses engagements au niveau de la famille, de l'éducation. Donc, elle a une expérience qui était importante. Isabelle Sachet, parce qu'elle est la dernière, c'est le dernier bastion qui tient encore une école des parents à Fa'a. Donc, elle a une expérience qui nous intéresse. Et Eliane Tevaritua, qui a été plus de 20 ans directrice de l'école des sages-femmes. Bon. Donc, c'est à ce titre-là hein, qu'elles ont intégré le groupe. Et donc, dans la discussion que nous en avons eue dans le cadre du groupe, l'une des élues a dit, ben moi, je vais porter ça au sein de l'Assemblée, puisque les représentants de l'Assemblée ont la possibilité de faire des propositions de loi de paix ou de délibération directement. Donc, c'est en cours, mais pas par la bonne porte. D'accord, merci. Toujours pour rester sur les épiceries, existe-t-il une épicerie à la Presqu'île? Et comment une assistante sociale scolaire peut-elle orienter une famille vers cette épicerie? Alors, les épiceries, nous pouvons les ouvrir dès l'instant où bon, les bénévoles, il y a toujours au sein des communes des bénévoles que nous allons chercher, on a un petit réseau, mais bon, il n'y a jamais assez, mais on peut toujours trouver. Par contre, pour ouvrir une épicerie, on fait un partenariat communal maintenant. La commune, par exemple la dernière qui est la commune de Punavia, qui est grâce à Cathy Puchon qui est ici, qui a la sensibilité du don, elle est également bénévole à la Croix-Rouge et elle est adjointe au maire de Punavia, donc c'est un relais important. Elle s'est dit, elle a proposé à la commune, au conseil municipal, d'ouvrir une épicerie à Punavia. Donc ils se sont organisés, il faut avoir le local, les étagères, tout ce qu'il faut, et nous, et avec les communes, les responsables de l'épicerie de la Croix-Rouge avec le bénévole, chaque membre du conseil d'administration doit porter un projet. Et donc Sandra Ebb, qui est membre bénévole et au conseil d'administration de la Croix-Rouge, porte le projet d'épicerie avec la responsable de la Croix-Rouge, démarche les maires, et en démarchant la mairie avec Cathy Puchon, les maires, le Tavana, avec les adjoints, vont voir les commerçants. Ils font du porte-à-porte chez les commerçants en disant toc toc, Croix-Rouge plus élu, on est là, est-ce que vous pouvez nous laisser faire des collectes ou nous donner les victuailles secs ou des pots de confiture qui sont des LUO que l'on peut encore mettre à disposition des familles. Donc là, ça a marché avec Fa'a Punavia qui en fait ce relais. Nous avons une à Piré, une à Aroué, nous en avons une à Moréa, toujours dans le cadre du partenariat. Hein. Nous en avions une à Reatea Uturoa, mais c'était pour lancer la machine, nous avions loué un local, mais on a arrêté en attente de l'engagement de la commune de nous fournir un local ou un container. Bien. Et c'est tout ce que l'on a. Nous avons 6 épiceries parce qu'il y a le partenariat communal. Quand les communes nous sollicitent ou quand on fait la démarche et qu'elles acceptent de participer, on ouvre une épicerie. Autrement, c'est aller louer des locaux, c'est trop lourd pour la Croix-Rouge. On n'a pas de subvention à la Croix-Rouge. On n'a pas de subvention au fonctionnement. Donc, on a simplement une aide du pays. On a eu 5 millions l'année dernière pour nous aider à acheter des victuailles pour mettre dans les épiceries. Ce n'est pas suffisant. Ceci étant, nous avons pu servir près de 10 000 familles, tout de même, à peu près chaque année, en fonction des dons que nous avons, 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est pas mal. Et nous avons donc la voiture, le Préoutar Ama, qui part 2 fois par semaine dans les communes les plus lointaines, jusqu'à Tautira, avec un référent que nous avons de la Croix-Rouge au sein de la commune, et qui va donc vendre les dons, les victuailles. La Croix-Rouge est saisie par les travailleurs sociaux, peu importe d'où ils viennent.
peu importe, qu'ils soient communaux, territoriaux, services de l'éducation, peu importe, le tout c'est qu'il y a un travailleur social qui saisisse la Croix-Rouge, il n'y a pas de souci. Au contraire, ce sont des relais indispensables, au contraire. Et en fonction des denrées que nous avons, nous nous déplaçons avec les bénévoles. Merci beaucoup. Pour une prise en charge d'une femme en urgence, hors des heures d'ouverture, par exemple le week-end, qui prend en charge la victime s'il n'y a pas de place dans le foyer d'accueil? On va dire que peut-être que chaque circonscription va essayer de trouver une organisation interne pour pallier. Voilà, on va dire que par exemple sur Moréa, j'ai négocié avec une pension de famille de la place pour une prise en charge après coup de l'accueil en week-end ou le soir d'une maman et de ses enfants. Parfois avec les dispensaires, notamment encore Moréa, ils me laissent un petit lit d'accueil d'urgence. Ensuite, il y a les associations, notamment les antennes Vaineorama. Il y a beaucoup de bénévoles qui accueillent de façon spontanée. Voilà. Justement, je vais donner la parole à une bénévole. Bonjour. Président de l'association Vaineorama Tahiti. Bon, je suis contente de vous rencontrer, d'écouter de vos témoignages. J'aimerais bien aussi partager mon témoignage. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain bénévolement, avec rien du tout, aucune subvention. Et nous fonctionnons, enfin nous, toutes seules, qui fonctionnent sur la presqu'île et qui reçoit de toute la Polynésie, que je remercie mon cœur. Et avec des urgences, nous nous retrouvons avec la gendarmerie, avec des cas très délicats, pour surtout la nuit, et des fermetures des affaires sociales. Des fois, ce n'est pas pour jeter des cailloux. Quand on reçoit, pendant que les affaires sociales sont ouvertes, des personnes qui sont suivies par les sociales, aussi que nous sommes perdus aussi avec la gendarmerie pour traiter la personne avec l'aide sociale qu'on attend 3 jours après, et toutes ces personnes se retrouvent en isolement chez moi. Si je n'ai pas le droit, je ne peux pas faire autrement. Voilà ce que je voudrais montrer devant tout le monde, ce qu'on fait derrière. Merci. Alors, une autre question qui concerne aussi les bénévoles. Pourquoi ne donne-t-on pas une formation pour la prise en charge des victimes aux associations qui œuvrent bénévolement? Car finalement, ce sont ces associations qui sont les premiers auprès des victimes. C'est une bonne question. Est-ce que tous les bénévoles doivent devenir des professionnels? C'est aussi une grande question. Est-ce que les familles, en matière par exemple d'accueil des femmes victimes de violences, est-ce que toutes les familles, les parents ont forcément envie d'être suivies par le service social? Est-ce que elles n'ont pas aussi le libre choix de pouvoir s'adresser à des associations, qu'elles soient religieuses ou de type laïque? Voilà, bon, former, alors sensibiliser, je dirais plus peut-être, oui. Former dans les équipes, ce sont des éducateurs spécialisés et des assistantes sociales qui ont un bac avec 3 ans de formation. C'est quand même un métier professionnel. Par contre, sensibiliser, oui, effectivement, pourquoi pas, à l'accueil. Sensibiliser à l'accueil en urgence pour éviter... voilà. Voilà. Oui, non, mais à l'accueil en urgence, bon. Voilà.
Je pense effectivement qu'il ne faut pas confondre et que la richesse des bénévoles, c'est justement d'être bénévole et de représenter la solidarité communautaire qu'on va mettre autour des victimes. Mais pour autant, il ne s'agit pas de les mettre en difficulté. Donc il faut certainement trouver quelque chose entre les deux qui va permettre à ces bénévoles d'intervenir avec un minimum d'outils qui vont leur permettre ne serait-ce que de ne pas se mettre en danger, parce qu'on ne sait jamais qui on accueille, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et quand je parle de danger, ce n'est pas uniquement de danger physique, c'est aussi psychologiquement, quelle responsabilité, enfin comment est-ce qu'ils vont gérer le fait que, par exemple, une femme retourne chez son mari après être passée chez eux et se fasse tuer. Ça fait partie des choses. Donc effectivement, je pense qu'il n'est pas question de faire des bénévoles des professionnels, mais il faut sans doute d'une part leur donner un minimum d'outils. J'imagine d'ailleurs que c'est pour ça qu'un certain nombre sont ici aujourd'hui et seront sans doute encore ici dans les jours à venir. Et puis peut-être surtout leur donner des relais, c'est-à-dire ce qui me semble important, c'est qu'ils ne se retrouvent pas bloqués avec quelqu'un chez eux dont ils ne savent pas quoi faire, avec qui ils savent pas comment, à qui ils savent pas trop quoi proposer, ou avec des problèmes. L'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, vous avez quelqu'un qui se fait tuer ou qui se suicide après être passé chez vous. Comment vous gérez ça? C'est important à ce moment-là de ne pas être tout seul et de pouvoir avoir là pour le coup des relais professionnels, de pouvoir avoir, je sais pas, peut-être une supervision, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut appeler ça, mais en tout cas quelqu'un de professionnel, un psychologue, un travailleur social avec qui on peut en parler et surtout ne pas laisser des gens bénévoles seuls. C'est déjà pas facile de... Enfin, on passe déjà notre temps à dire qu'il ne faut pas laisser les professionnels seuls avec des situations lourdes. Donc c'est encore plus vrai pour des non-professionnels. Il faut absolument, au minimum, créer des relais, je pense. Juste pour compléter, l'association Braineorama a une subvention de la part de l'État pour les formations. Donc il faut peut-être regarder de ce côté-là. Bon, bonjour encore. Je vais répondre à cette question que tu viens de poser. Oui, ils ont eu la subvention pour l'État, mais n'est pas Braineorama Tahiti. On a 4 Braineorama, mais qui actionnent bien sur le terrain, c'est Marie-Noël. Hein? Voilà. Ok, voilà. Merci. Dans l'une des 130 actions des Assises de la famille, pour toutes ces problématiques qui ont été évoquées sur les bénévoles, l'engagement des bénévoles, les prises en charge, les soucis auxquels ils sont confrontés, notamment celui-là, nous avons proposé une action pour que le pays légifère en matière de bénévolat et propose un statut des bénévoles. Le statut du bénévole va permettre d'identifier les problématiques et de dire jusqu'où le bénévole peut aller et les besoins qu'il a. Donc le statut des bénévoles n'existe pas en Polynésie, le bénévolat est large et nous proposons donc une action statut du bénévole. J'ai oublié de parler tout à l'heure, parce que ça vient en complément, de la création pour la famille de l'Agence immobilière sociale. C'est une association qui a été créée en 2008 pour faire face aux besoins de logement en urgence des familles, mais des familles qui ont des petits revenus, de manière à leur permettre de pouvoir participer à la location d'un logement. Et c'est l'association de l'Agence immobilière sociale qui gère l'ensemble des logements qui mettent ensuite à disposition pas des bénévoles, mais des familles qui sont envoyées par les travailleurs sociaux de la CPS, des communes ou de la DAS. Je rebondis peut-être sur l'aspect du logement, puisque j'ai une question qui me dit il n'y a pas de représentants des logements sociaux aujourd'hui à cette table. Or, le problème de la promiscuité dans les logements est souvent soulevé. Comment se fait-il que ces professionnels du logement ne soient pas plus sollicités? Je ne peux pas répondre à cette question, mais en fait,
c'est vrai que bon, j'ai dirigé l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, pendant quelques années, et c'est là où nous avons créé, avec une association, nous avons créé l'association pour l'agence immobilière sociale, parce que l'OPH ne produisait pas assez de logements, ce qui était c'était certain, et une association pouvait être beaucoup plus pragmatique et plus passer à l'action plus rapidement, réactif face aux demandes, et un suivi personnalisé que l'OPH, qui est une lourde machine. Et il y a une centaine de familles aujourd'hui qui bénéficient pendant 2 ans et sont suivies par l'agence immobilière sociale, à condition de pouvoir avoir un projet de sortie. C'est-à-dire quand les familles rentrent, le travailleur social ne fait pas que l'amener, le travailleur social doit accompagner l'agence immobilière pour un projet de sortie de ces familles. Alors avec des partenariats comme l'ADI, des partenariats comme la Sofidep, pour les aider à s'en sortir et à créer quelque chose. Donc ça marche bien, tant mieux. Le logement, à mon sens, doit être vu non pas simplement comme un toit, mais également comme un vecteur de cohésion au sein de la famille. La promiscuité, c'est des familles qui, à l'OPH par exemple, lors d'une enquête que nous avons faite en 2008, on a identifié les problématiques de logement, on a essayé de comprendre pourquoi. Bon, il y avait des impayés de loyer, on en connaît un certain nombre de raisons, mais pourquoi les familles sont aussi nombreuses dans les logements? Eh bien simplement parce que les logements qui sont attribués, à l'origine, on attribue à un jeune couple avec un enfant, un F3. Il faut quand même imaginer que le F3 doit se transformer rapidement en des enfants qui naissent, donc passer de 3 personnes à 5-6 personnes, ça c'est la cellule familiale, et ensuite les enfants vivant encore chez les parents en Polynésie pour X raisons, notamment des raisons financières, eh bien les enfants se mettent en couple, donc le Tané ou la Brainé arrive dans le logement, ont des enfants, et dans l'enquête que nous avons faite, nous avons vu des logements sociaux, des F3, des F4, des F5, c'est pas loin, c'est à Papeete, avec 60 personnes. Papeete, FAA, 60 personnes. De ce fait, c'est comme un millefeuille de génération en génération. Alors il y a des matelas que l'on montait sur le toit la nuit pour dormir quand il pleuvait pas, pour permettre à tout le monde d'avoir un espace. Et la promiscuité, évidemment, entraîner les conséquences que l'on connaît d'agression, mais qui sont inévitables à ce stade-là. Et l'agence immobilière sociale, à mon sens, doit répondre, parce qu'elle est beaucoup plus réactive, à un engagement suivi par une association. Tu payes un tiers du loyer, les 2 autres tiers sont payés par l'association dans le cadre d'une subvention versée par le pays à l'association pour payer les 2 tiers. Le tiers, si tu ne le payes pas, tu es tanné, tu es suivi jusqu'à ce que tu le règles. Et les impayés sont moindres. Il y en a. Il y a les accidents de la vie, perte d'emploi, mais il y a un suivi personnalisé. Et tout ça avec 3 personnes. Merci. On va changer de sujet et parler de la médiation. Plusieurs personnes ont posé des questions. Il semble que la médiation soit payante et relativement chère. Qu'en est-il des tarifs ? Alors en fait, chaque médiateur est indépendant dans sa pratique. Bien sûr, selon les domaines et la particularité du cas, le tarif peut être différent. Dans le cadre de la famille, il y a un tarif plancher qui équivaut à l'aide juridictionnelle de 80 000 francs, qui est un forfait pour les séances individuelles et plénières. Et ensuite, bien, il y a des médiateurs parmi nous qui font aussi des médiations non rémunérées. Voilà, donc ça c'est vraiment chaque médiateur pratique
pratique ces tarifs selon ces conventions. D'accord. Et il y avait aussi une question, vous avez remplacé donc au pied levé un avocat qui est le président de cette association, et la personne demande, le rôle d'avocat et de médiateur n'est-il pas en opposition? Voilà, et bien dans la formation, c'était voilà, justement la difficulté des avocats de désapprendre un petit peu, puisque forcément ils sont dans leur pratique d'avocat complètement en partie avec une des deux parties, hein, et puis là on leur demande tout d'un coup d'être avec leur casquette de médiateur impartial. Donc c'est voilà, c'est un petit peu les deux casquettes très opposées de la médiation et de l'avocat. Mais il y en a qui se prêtent très bien à cet exercice et qui ont en tout cas l'état d'esprit de la médiation, la philosophie de la médiation, d'être dans l'accueil de ce qui est là, de ce qui est vivant chez les parties, et de les accueillir dans la situation présente et de faire émerger les émotions de la situation, d'accueillir ça et d'accompagner, d'être là en tant qu'accompagnateur. Voilà. Merci. Alors, pour faire intervenir nos amis du Canada et de France, pourrions-nous avoir des résultats positifs et encourageants sur ces dispositifs alternatifs mis en place qui semblent être une jolie voie d'avenir? En fait, parce que c'est vrai que la médiation est actuellement... Oui. Bon, alors comme Cathy est partie un petit peu, on ne va pas pouvoir répondre à cette question. Alors, une question par rapport à la psychologie. Il y a depuis 2 jours beaucoup d'intervenants psychologues, cliniciens, criminologues. Pourquoi les consultations ne sont-elles pas reconnues et prises en charge par la CPS ? C'est une très grande question. Je pense que je ne suis pas à ma place pour y répondre, mais effectivement, c'est une très grande question. Alors, mon ancien métier de directrice de la CPS va vous apporter une question un peu... une réponse, un semblant de réponse. À la CPS, le cadre de remboursement des actes médicaux et paramédicaux est figé. S'appuie évidemment sur ce qui existe en métropole. En métropole, les actes de psychologie ne sont pas remboursés. Donc, par conséquent, nous ne les remboursons pas. Mais il n'est pas interdit parce que nous sommes autonomes, nous avons la possibilité de le faire. Il n'est pas interdit de le demander de manière circonstanciée avec... La CPS n'est pas fermée, hein, dès l'instant où il n'y a pas de débordement financier. La CPS, dès l'instant où on lui apporte la justification et le justificatif de la prise en charge qui sert véritablement à la population, elle peut, comme pour d'autres secteurs qui ont évolué, participer à la création d'une lettre clé qui permet de faire procéder au remboursement des psychologues. Beaucoup d'enfants en profitent aujourd'hui et il n'y a que le public qui peut amener les enfants vers eux dans la mesure où les familles qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas payer un psychologue du privé, donc vont vers le public, donc c'est des files d'attente et des mois d'attente. Et voilà, je pense que peut-être le moment est venu aujourd'hui, c'était un peu tôt il y a 10 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui le moment est venu de discuter, de vous de vous structurer et d'aller discuter avec la CPS. Je vais peut-être essayer de compléter un tout petit peu cette réponse en donnant d'une part quelques lueurs d'espoir et d'autres ouvertures. Quelques lueurs d'espoir dans le sens où en métropole, il commence dans certains cas extrêmement spécifiques à y avoir de manière systématique des actes de psychologue qui sont remboursés par ce qui correspond à la CPS, qui est notre CPAM. Je pense par exemple de manière très très récente aux victimes des actes de terrorisme pour lesquelles les consultations de psychologues sont systématiquement remboursées par la CPAM.
Par ailleurs, pour les personnes qui sont victimes, si elles rentrent dans le cadre de la commission d'indemnisation des victimes, c'est quelque chose qui est remboursé sans aucune difficulté par la commission d'indemnisation des victimes. Et ça peut même constituer, enfin, précisément un cas de situation matérielle grave, c'est d'avoir à faire face à des frais de prise en charge psychologique dans ce cadre-là. Voilà. Alors, une question concernant 25 enfants à peu près sont pris en charge tous les ans dans les centres de vacances et de loisirs. 25 000. 25 000. Bon, là, il y a bien marqué 25, hein, c'était un gag. Hein, bon. 25 000 enfants sont pris en charge tous les ans dans des centres de vacances. Alors, les encadrants, ça va des animateurs, directeurs ou même tout le personnel technique, cuisinière par exemple. Ils ont tous un rôle d'éducateur et de protection des mineurs. Alors, ces encadrants peuvent-ils bénéficier, obtenir le guide du signalement remis en formation? Sans problème. On peut même faire la formation qui va avec. C'est un outil très pratique et au moins il permet... Oui, il n'y a pas de problème. Il faut faire la demande à ma directrice, mais... Elle a dit oui. La dernière session d'assises, des faits concernant des viols sur mineurs dans une famille ont été révélés par les accompagnants dans un centre de vacances qui ont reçu les confidences des enfants. Et c'est à ce moment-là que l'élément déclencheur est intervenu et les éducateurs ont même protégé ces enfants contre la famille informée de cette dénonciation qui venait rechercher les enfants. Merci pour ce témoignage. Le manque de moyens est une évidence qui est d'ailleurs énoncée par différents intervenants depuis le début de la semaine. Sommes-nous bien traitants et protecteurs lorsque nous devons assurer le suivi de plus de 80 enfants, ados et leurs familles? Ça doit être un collègue travailleur social qui a dû poser la question. Insuffisamment, c'est clair. Hein, parce que, bon, 80 mesures pour un travailleur social, parce que je pense que ça doit être ça, c'est insuffisant et notre directrice se bat de toute façon pour augmenter nos moyens. Voilà. Mais c'est vrai que en métropole, c'est 1 pour 30, nous sommes en moyenne 1 pour 60, et en polyvalence, c'est 1 pour 5 000 habitants, et nous sommes un travailleur social pour entre 8 000 et 10 000 habitants. Voilà, donc c'est vrai que non, on n'est pas protecteur, peut-être pas suffisamment. Disons que nous allons mettre des priorités dans nos actions et sûrement créer de l'insatisfaction. Parfois, on n'écrit pas toujours, mais il me semble quand même... De ma connaissance, alors bon, moi, je suis que la Circonef, hein, mais il y a une grande vigilance au niveau des encadrants, hein, des responsables de circonscription, pour une lecture avisée des listings d'enfants signalés, pour justement au moins faire le point semestriellement ou annuellement avec les travailleurs sociaux, pour se garantir que la situation a été vue à minima une fois. Et qu'on est dans la situation. Voilà, en tout cas que voilà. Après, on va mettre des priorités à la lecture. Moi, je peux garantir qu'aucun enfant signalé pour des faits graves avérés a été oublié. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, en tout cas, quand l'information est arrivée à la direction des affaires sociales et sur les circonscriptions, à ma connaissance, des enfants oubliés, victimes de violences graves, avérées, non. Enfin, je m'engage, mais bon, en plus, bon, au niveau de la direction, donc, dans le pôle, on va dire, technique, la conseillère technique également ont des rappels. Il y a des outils de contrôle et de suivi avec des rappels pour dire attention, là, le rapport n'est pas à jour.
En plus, bon, on a notre juge, le juge des enfants nous rappelle régulièrement aussi ces situations qui sont revisitées. On a des délais, hein, et la juge des enfants ne se garde pas, au contraire, bien de nous alerter qu'on a un rapport à rendre. Donc, voilà, me semble-t-il. Une question pour nos intervenants venus de l'extérieur. Y a-t-il des dispositifs originaux pour accompagner les familles en difficulté au Canada ou en France, notamment à destination des victimes et auteurs d'infractions? En fait, pas que je connaisse, c'est-à-dire que chez nous, l'accompagnement des familles se fait beaucoup par tout ce qui est direction de la protection de la jeunesse, qui prend en charge les familles, qui prend en charge l'intervention qui accompagne les familles dans les interventions. La direction de la protection de la jeunesse a deux volets. Un premier qui s'adresse aux enfants en difficulté, donc qui est la partie plus protection, et une autre qui s'occupe plus des jeunes contrevenants. Donc, les jeunes contrevenants sont pris en charge par ce système qui relève de santé services sociaux et non pas de la justice, comme pour les adultes, par exemple. Donc, c'est ce que je peux dire. Je voulais juste peut-être répondre un peu une boutade, mais tantôt, quand on nous demandait, avez-vous des success stories à nous raconter? Mais je pense que les success stories devraient venir d'ici. Et ce que je voulais dire, c'est que j'entends beaucoup depuis ce matin de très belles initiatives qui nous sont racontées, qui nous sont... mais j'ai jamais entendu, j'ai pas du tout entendu, et voici ce que ça a donné, et voici comment on peut en rendre compte, et voici quelques chiffres qui pourraient nous éclairer sur ce qui semble fonctionner et ce qui semble pas fonctionner. Et ce qu'on a développé par ailleurs chez nous, et là, c'est juste que c'est pas tout à fait mon champ d'expertise sur ces domaines-là, mais ce qu'on a développé, c'est vraiment une culture de l'évaluation et de l'évaluation participative. Donc, l'évaluation pas simplement en fin de processus ou éventuellement 3 ans après pour rendre compte, mais au fur et à mesure de l'implantation des mesures, on suit les mesures, on voit comment elles évoluent, on voit où il y a des trous et on voit éventuellement comment on peut, guillemets, redresser la situation et comment on peut, au fur et à mesure, bonifier et améliorer nos actions. Donc ça, et ça maintenant, à chaque fois qu'il y a une initiative qui est soutenue par nos gouvernements, il y a d'abord une première demande qui est celle du diagnostic. Donc, faites-nous la preuve que c'est de ça dont on a besoin et pourquoi on en aurait besoin et pourquoi on le mettre en place. Ensuite, on va supporter l'action, mais on va vous demander de l'évaluer au fur et à mesure. Et pas du tout dans un but de, éventuellement, pouvoir dire, bon, ben non, ça marche pas, on arrête, mais justement de pouvoir montrer que ça fonctionne. Puis je sais que j'ai entendu ce matin quelqu'un qui était un peu allergique à toute la question des bonnes pratiques. Mais il faut quand même qu'on puisse éventuellement mettre de l'avant ce qu'on pourrait considérer les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, bien, ça dépend beaucoup aussi c'est beaucoup sur des initiatives locales, à partir des ressources qu'on a, à partir de ce qu'on est capable de faire. Donc, on peut importer des modèles, mais il faut les adapter. Et les importer de façon aveugle, bien, il y a un danger à ça. Parce que nos réalités ne sont pas nécessairement celles... Puis moi, j'entends, tu sais, quand j'entends, par exemple, parce qu'on a beau dire chez nous, on dit tout le temps que les distances sont énormes et que c'est épouvantable, mais ce que j'ai entendu ici par rapport à l'étendue du territoire, c'est à nul autre pareil. Comment il y a des îles qui sont isolées, comment il faut transposer les... Et une dernière chose, c'est, tout à l'heure, on parlait, ben, j'ai vu des réactions aussi, parce qu'on parlait éventuellement des bénévoles et de comment... mais je pense qu'une des choses qu'on pourrait faire aussi, c'est d'aller demander aux bénévoles de quoi ils ont besoin, jusqu'où ils voudraient être formés, c'est quoi les outils dont ils auraient besoin, etc. Et puis, ben, adapter après ça le support qu'on peut leur donner en fonction des besoins, mais qui viennent d'eux, qui sont capables de nous nommer. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je crois qu'on arrive au bout de nos questions écrites.